Il se présente comme le chef du seul parti fédéral qui a comme priorité la défense des intérêts du peuple québécois. Avec Victor Enriquez, Antonine Iacarini, Alain Reyes. Et c'est parti pour 30 minutes de débat, en fait de discussion avec le chef du Bloc québécois et François Blanchet. Parce que la politique, c'est un perpétuel débat, dans le cadre de la campagne électorale fédérale, Nouveau Info a lancé une invitation aux chefs des principaux partis à plonger dans l'arène des débatteurs. Le premier à avoir accepté, c'est Yves-François Blanchet. Né à Drummondville, M. Blanchet a commencé son engagement politique à la fin des années 80 au sein des Jeunes péquistes. Élu député pour la première fois à l'Assemblée nationale en 2008 sous la bannière du Parti québécois, il aura été ministre du Développement durable, de l'Environnement, de la Faune et des Parcs sous le gouvernement Marois en 2012. À la défaite du parti 2 ans plus tard, il devient commentateur au Club des Ex à RDI avant de répondre en fait à nouveau à l'appel de la politique, cette fois sur la scène fédérale où il va devenir en janvier 2019 chef du Bloc québécois avant d'être élu député de Belleuil-Chambly en octobre de la même année. Après une première campagne contre Justin Trudeau en 2021, le politicien qui aura ce mercredi 60 ans mène ses troupes dans l'actuelle campagne électorale. La souveraineté de la belle province, la protection de l'environnement et bien sûr les négociations commerciales avec les États-Unis sont au cœur de ses priorités. Je vais vous parler de transition énergétique. Je vais vous parler de recherche et d'innovation pour le développement de nouveaux produits. Je vais vous parler de transformation avec le savoir-faire québécois des ressources naturelles abondantes au Québec et sur lesquelles le président américain veut imposer des tarifs. Et François Blanchet, bonsoir. Bien, bonsoir. Bienvenue au débatteur, le premier chef d'un parti qui vient ici autour de la table. Bien content de vous accueillir ce soir. On va y aller avec un thème qui prend beaucoup de place dans cette campagne, la guerre tarifaire. On peut même pas dire que c'est l'éléphant dans la pièce, tellement son nom est répété à plusieurs reprises dans cette campagne électorale-là. Il en impose l'enjeu principal. Bien sûr, je parle de Donald Trump. Est-ce que ça prend une place disproportionnée, la guerre tarifaire qu'on a avec les États-Unis dans cette campagne-là? Je pense qu'il faut trouver une espèce d'équilibre parce que ce n'est pas disproportionné, l'enjeu est tellement grand. Puis lorsque les gens craignent quelque chose, sont insécurisés par quelque chose, on ne peut pas le minimiser, c'est énorme. Il faut trouver une façon quand même qu'il y ait autre chose que ça, qu'il y ait quand même d'autres sujets de conversation, parce qu'il y a quelqu'un qui va vouloir avoir un mandat de 4 ans, dont moi je préférais que ce soit de moins que 4 ans, et il n'y aura pas une crise avec M. Trump pendant 4 ans. Il va y avoir d'autres sujets à aborder. Et est-ce qu'on doit vraiment mettre la bride sur le cou, donner un mandat en blanc à quelqu'un qui peut faire à peu près n'importe quoi dans une campagne où, malheureusement, à date, on ne connaît pas les programmes des partis. C'est à la pièce ou très général. Oui, parce qu'on disait que ça prend beaucoup de place, parce que, entre autres, ça préoccupe énormément les citoyens, les électeurs. Oui, ça oblige les partis à se positionner sur cet enjeu-là, Victor? Notamment, on se demande comment vous trouvez la réaction canadienne aux tarifs jusqu'à maintenant, notamment les contre-tarifs ciblés qu'on a eus jusqu'à maintenant. Je trouve ça très intéressant parce que ma première réponse va être très conciliante. C'est bon, c'est ce que je pense qu'il fallait faire. Depuis le début, je disais, on ne peut pas, j'utilisais l'image d'un bichon maltais couché sur le dos qui se fait flotter à bédaine, là. On ne peut pas mener une négociation en ayant l'air vulnérable face à un prédateur comme Donald Trump. Donc, c'est pièce pour pièce. Avec un avantage, c'est que pendant longtemps, M. Trump disait ça va être transversal, on va toucher à tout. Et le Canada ciblait. Et lorsque tu cibles, non seulement tu sais à qui tu fais mal pour que le téléphone sonne à la Maison-Blanche, mais mieux que ça encore, tu peux exempter des secteurs. Il y a des secteurs qui seraient très fragilisés par des contre-tarifs et le gouvernement peut les exempter. Là, pour l'instant, la CEUM reste en place, donc il y a des comparatifs qu'on peut faire. Le traitement qui est offert pour l'aluminium ou la forêt ressemble même pas à ce qu'on a sorti très rapidement pour l'automobile de l'Ontario. Puis c'est une des réflexions les plus profondes qu'on doit avoir sur comment cette campagne-là est menée et comment on doit en sortir. S'il y avait quelque chose que vous auriez voulu faire différent de Mark Carney face à Donald Trump dans les positions qu'il a prises, ça serait quoi que vous auriez fait de différent, de mieux que ce qu'il a proposé? En fait, il n'y a pas grand-chose à proposer. Le principe des contre-tarifs remonte à M. Trudeau, donc c'est pas récent comme approche. Ça a été répété pour... une appropriation de campagne électorale. Les rencontres que M. Carney fait, on ne sait pas si ça mène à quelque chose ou pas. Il faut prendre acte que ce que M. Trump a fait ne ressemble pas totalement à ce qu'il avait dit, qu'il a changé d'idée très souvent. Et dans la négociation Canada, incluant le Québec, face aux États-Unis,
Il faut en effet montrer un front uni, puis même avec le Mexique et de plus en plus avec l'Europe. Nous, notre travail comme Bloc québécois, c'est de dire aux Québécois, attention, parce qu'il y a des secteurs de l'économie québécoise qui sont ciblés expressément par M. Trump. On pense à la gestion de l'offre, on pense à l'aluminium, on pense à la forêt, on pense à la culture, qui sont très différents au Québec, d'ailleurs au Canada, qui sont pointés et pour lesquels non seulement il n'y a rien de fait, mais qui pourraient devenir des monnaies d'échange. Et qu'est-ce que vous proposeriez à ce moment-là de différent? J'ai envie de dire aux Québécois, pour être sûr que ce soit protégé, c'est un maximum de députés qui ne vont parler que pour le Québec, et ça pourrait, ça ne m'appartient pas, prendre la forme de la balance du pouvoir, qui est la protection la plus absolue que le Québec ne peut pas avoir. Le Bloc québécois a un avantage. On a montré dans ces dernières années qu'on est des joueurs raisonnables, qu'on est parlables, que lorsque c'est bon pour le Québec, on peut collaborer avec n'importe quel des partis. C'est dans cet esprit-là qu'on aborde l'élection en disant aux gens, il n'y a rien à perdre à avoir la police d'assurance que le Bloc québécois incarne. Il y a beaucoup à perdre ou à risquer en ne l'ayant pas parce qu'on ne sait pas ce que d'autres feraient s'ils avaient un gouvernement majoritaire. D'ailleurs, M. Blanchet, vous avez demandé à ce que le Québec ait sa place à la table de négociation. On ne sait pas trop quelle forme prendra cette négociation. Est-ce qu'elle sera formelle, informelle, par morceaux? Est-ce que ce sera l'accord de libre-échange? Entre nous, là, on est nous 5 là, ce soir. C'est pas une tactique pour se faire dire non, finalement, parce que c'est sûr qu'il n'y a personne qui va donner un droit de veto au Québec. Le fédéral ne va pas donner un droit de veto au Québec. Dans le fond, si on se fait dire non, ben, on montre que la fédération, ça ne fonctionne pas. Puis on fait la souveraineté. On va faire la souveraineté pareil éventuellement, mais je réexplique qu'est-ce qu'on a demandé. On a demandé que sur les tables de négociation, il y ait des gens qui soient désignés par le gouvernement du Québec. Donc déjà, on n'est plus parmi des souverainistes parce que la CAQ n'est pas souverainiste. Pas pour avoir un veto, et j'ai même expressément dit, j'ai pas utilisé le mot veto. Il y a un journaliste qui a utilisé le mot veto. J'ai dit, j'ai pas utilisé le mot veto parce qu'on peut pas avoir ça, mais on peut avoir une représentation à la table. Et je disais même aux autres provinces canadiennes, écoutez, plutôt que de nous reprocher de vouloir quelque chose de spécial, demandez la même chose. Parce qu'il y a eu un débat sur le fait que M. Carney disait c'est pas 13 économies, c'est une économie canadienne et centralisée à Toronto, alors que pas mal de gens, dont nous, avons dit non, ça peut être 13 économies différentes avec beaucoup de points communs, beaucoup d'intérêts communs qui peuvent parler d'une même voix lorsque ça sert tout le monde, mais personne n'aurait de veto en ayant une meilleure représentation autour de la table. Tout le monde, toutes les provinces et territoires doivent avoir une place à la table de négociation? Il faut qu'il y ait une représentation qui est claire et chaque territoire ou chaque province a la capacité de dire, moi, j'aimerais bien que ce soit telle ou telle personne. Et aussi, un autre élément, c'est pas M. Carney qui va aller s'asseoir à la table avec Donald et dire, hey, mon chum, on règle-tu quelque chose? On va avoir des experts de négociation. Pendant longtemps, ça va être sectoriel et ça va pointer vers un éventuel texte final d'un traité d'échange qui ne sera pas si libre que ça. Sauf qu'en ce moment, les électeurs ont l'impression qu'ils sont en train de choisir le négociateur en chef. 62 des Canadiens jugent que M. Carney est la meilleure personne pour négocier avec Donald Trump. Est-ce que vous êtes d'accord avec eux? Quand on me disait au début de la campagne, la question de l'urne, c'est qui va aller négocier, je disais, ça, c'est un narratif qui était pratiquement fait sur mesure pour nous écarter. On va dire, ça sera forcément pas Blanchette parce que là-bas. Mais c'est pas qui va aller parler, c'est de quoi on va parler qui est l'enjeu fondamental pour les Québécois parce que, encore une fois, si on écarte ou si on utilise potentiellement comme monnaie d'échange les cibles de M. Trump au Québec, gestion de l'offre, forêt, aluminium, si on fait ça, on va payer le prix. Donc, c'est les sujets de négociation qui sont importants. Et encore une fois, les Québécois n'ont rien à perdre à se donner une assurance d'être représentés parce qu'on n'est pas contre le Canada, puis ce n'est pas à court terme un débat sur la souveraineté. Donc, on est collaborateurs, on veut être traité en égal, on veut être traité en allié, on veut être traité en partenaire dans le cadre de la négociation. Et les Québécois sont capables de prendre cette décision-là. Dans le cadre de la campagne électorale, c'est le chef du Bloc québécois, François Blanchet, qui est dans l'arène des débatteurs ce soir. On s'arrête quelques minutes, on poursuit cette rencontre, cette discussion au retour de la pause. On est de retour au débatteur. Formule spéciale. Ce soir, on reçoit le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet. Bien sûr, dans le cadre de cette campagne électorale fédérale. Monsieur Blanchet, on va parler un peu de frontières et d'immigration, si vous voulez bien. La gestion de la frontière, c'est aussi au cœur de notre relation avec les États-Unis. Là, vous proposez la nomination d'un ministre des Frontières. Quel serait son ou ses rôles? En fait, c'est qu'au Parlement fédéral,
On a posé, je ne sais pas combien de questions sur l'immigration. C'était au cœur de nos préoccupations, beaucoup plus que les autres partis, parce que ça fait partie de ce qu'on est, et parce que le Québec était confronté à une crise presque perpétuelle. Rappelons-nous, le chemin Roxham, c'est des dizaines de milliers de personnes qui arrivaient au Québec avec en peu et pas de contrôle, de façon irrégulière. On en perdait dans une bonne mesure la trace. Ils se retrouvaient à Montréal, n'étaient pas l'objet des démarches normales de francisation, mettaient une pression sur les services de l'État, notre capacité à bien servir eux autres comme ceux qui étaient déjà ici. Donc, on a posé beaucoup de questions, notamment à la demande de Québec. On a obtenu des gains importants, dont une obligation d'aller négocier avec le Québec et les provinces sur la répartition des demandeurs d'asile. Sauf que le ministre se cachait toujours derrière l'indépendance des agences. Normalement, on veut mettre des agences entre le gouvernement et la dépense d'argent pour que l'argent ne soit pas orienté sur des bases partisanes. Oui. Là, c'est complètement le contraire. Si on veut un ministre qui est imputable et qui doit répondre à la Chambre parce que c'est sa seule fonction, parce que les frontières sont notoirement mal gérées et on est à la veille de ce qui pourrait être une autre importante crise migratoire. Par rapport à ça, on sait comment l'enjeu de l'immigration est quelque chose qui est extrêmement sensible. On voit dans certains commentaires sur les réseaux sociaux, certains dérapages. Vous n'avez pas le sentiment qu'avec cette proposition-là, ça pourrait politiser cet enjeu-là puis mettre un peu plus de l'huile sur le feu? J'ai envie de vous dire que je ne vois pas un sujet qui pourrait déjà être plus politisé que l'immigration. De l'époque du Century Initiative, dont un des fondateurs est maintenant un conseiller proche de M. Carney qui voulait qu'il y ait 100 millions de Canadiens à la fin du siècle et qui ont admis, M. Barton a admis à moi directement qu'il n'avait jamais pris en compte la spécificité québécoise là-dedans, il l'a fait publiquement, jusqu'à des enjeux quotidiens d'étudiants étrangers qui utilisent le statut pour demander l'asile. Il y a toute une palette d'enjeux très importants. Il y a un enjeu de ressources, d'augmentation de ressources. Il y a un enjeu de baisser les piles de dossiers. Il y a des gens qui attendent 4 ans pour avoir une réponse. Notre responsabilité à l'endroit des gens qui passent la frontière et qui entrent ici, quel que soit leur statut, c'est de leur donner les outils d'une intégration réussie, que ce soit au niveau linguistique, que ce soit au niveau reconnaissance des compétences au travail. C'est ça notre travail. Et pour l'instant, on le fait très mal. Antonine? Bien, justement, le système, il est très critiqué, très critiquable. Si le Québec gérait davantage son immigration, je prends pour acquis que vous êtes d'accord avec moi qu'on pense qu'il y a certains enjeux qui pourraient peut-être être mieux gérés, mais on est une province, donc on ne peut pas tout gérer. Par exemple, les réfugiés, contrôle des frontières, c'est pas nécessairement des choses qu'on peut gérer. Qu'est-ce que le Québec pourrait gérer de plus? Qui ferait quoi si le Québec allait chercher plus de pouvoir en immigration? En fait, le Québec pourrait gérer à peu près tout, sauf les enjeux relatifs à la sécurité internationale, parce que ça passe par des ententes entre des États souverains, ce que le Québec n'est pas. Il y a quand même des exceptions. Par exemple, sur le Saint-Laurent, il y a une dévolution de responsabilité du fédéral vers le Québec qui gère la sécurité sur le Saint-Laurent à bien des égards. Il y a encore la garde côtière, mais il y a des mandats donnés à la Sûreté du Québec sur des plans d'eau. Le Québec pourrait avoir une politique cohérente qui ne serait pas contradictoire ou contredite par celle du fédéral, parce que dans tellement de dossiers, le linguistique est le plus évident. On a un ordre de gouvernement qui défait ce que l'autre fait ou ce que l'autre veut faire. Donc, une politique d'immigration plus cohérente menée par la juridiction pour laquelle c'est le plus, entre guillemets, à risque. Parce que l'identité québécoise est toujours en jeu lorsqu'on accueille des gens sur le territoire qui ne maîtrisent pas la langue, à qui on n'est pas capable d'offrir les outils de francisation. Donc, on n'est pas capable de garantir une intégration réussie, ni au niveau économique, ni au niveau social, ni au niveau des valeurs. Donc, on est juste plus cohérent en ayant un maximum de juridictions non contradictoires à un seul endroit. Parlons un peu de la place du Bloc, bien sûr, sur la scène fédérale. 2 ans après sa création, à 91, le Bloc qui réussissait quand même à faire élire 54 députés, ça devenait, puis ça peut-être qu'il y a des gens qui l'oublient, les plus jeunes, l'opposition officielle à la Chambre des communes à Ottawa. Le parti a été lavé en 2011 lors de la vague orange. Seuls 5 députés ont survécu, mais vous avez réussi à remonter ça à plus d'une trentaine là, en 2019. Mais voilà que pour cette élection-ci, on regarde les sondages, les agrégateurs disent que vous pourriez perdre presque la moitié de votre députation. Comment vous expliquez ça? Je n'ai pas à l'expliquer. Je commente très peu les sondages parce que ça devient un narratif parallèle de la campagne. Chaque minute qu'on passe à parler des sondages, c'est une minute qu'on passe pas à parler, que ce soit d'immigration ou que ce soit de commerce ou que ce soit de langue ou que ce soit d'environnement ou que ce soit de pétrole. Donc, je pense qu'on
on regarde le tableau indicateur plutôt que de suivre la game. Et d'une part, je vous dirai seulement ceci. J'ai fait les comparaisons, puis il y a 2 ans à 2 semaines il y a 3 ans à 2 semaines de l'élection, on était plus bas que maintenant. Le Bloc tend à performer en fin de campagne à partir du moment où il y a les débats, où l'attention des Québécois est plus là. Moi, je mise là-dessus sans hésiter. Je suis très confiant pour la suite des choses, mais je pense quand même qu'on exagère le nombre, le volume et l'espace qu'on accorde à l'exercice du sondage. Il reste encore du temps à la campagne, mais avec ce qui se passe aux États-Unis, ça amène une question assez pertinente. Oui, parce que les gens se posent la question à ce moment-ci, est-ce que je choisis un gouvernement, est-ce que je vote pour le Bloc? C'est quoi en 2025 la raison d'être du Bloc? À quoi sert le Bloc en 2025? Présentement, en fait, j'ai envie d'y aller par une boutade. En 2021, le Bloc a empêché une majorité libérale. En 2019, le Bloc a empêché une majorité libérale. Et en 2025, le Bloc pourrait encore empêcher une majorité libérale. Je veux rappeler aux gens, de façon très collaboratrice, parce qu'on sait c'est quoi les défis auxquels on va être confronté, que c'est le même Parti libéral, c'est le même Conseil des ministres que celui de Justin Trudeau, c'est le même caucus que celui de Justin Trudeau. Ces gens-là qu'on voulait expulser à coups de pied au derrière, sous prétexte qu'ils changent de chef avec un nouveau chef dont on ignore à peu près tout, qui ne s'intéresse pas au Québec de toute évidence à date, on resterait avec le même monde, on leur donnerait un mandat plus fort, alors que plus que jamais, le Québec a peut-être besoin d'avoir des gens qui ne vont que protéger de façon forte, parce que c'est le mandat que les Québécois peuvent nous donner, ce que sont les intérêts du Québec dans cette négociation-là et dans les 2 ans et demi, 3 ans qui vont suivre. Antonine? Mais ces intérêts du Québec, comment on fait pour les définir? Parce que le Québec n'est pas une entité homogène, monolithique, qui peut avoir des changements de gouvernement à l'Assemblée nationale. Comment vous faites? Est-ce que vous avez une grille là, pour déterminer qu'est-ce qu'un intérêt du Québec? Je vais vous faire une liste. Je vais renommer les mêmes choses, mais j'aime beaucoup les renommer tout le temps. Les pêches de la Gaspésie, l'aluminium, le bois, l'aéronautique, la culture, la gestion de l'offre. Non, c'est très précis. C'est beaucoup plus précis que mes adversaires. Mais sur des dossiers précis, là, par exemple, moi, je suis de Québec. Position sur le 3e lien. Est-ce que c'est d'être pour le 3e lien ou d'être contre le 3e lien qui est de représenter les intérêts du Québec? C'est plus complexe. Je recule. Oui, mais on reste un parti politique qui fait une proposition, là. Mais je recule d'un pas. Donc, il y a un ensemble de dossiers sur lesquels nos propositions sont plus précises que celles de nos adversaires. Comment s'adapter à la crise actuelle? On a été très, très précis sur des positions économiques. Et il y aura toujours la langue, il y aura toujours l'immigration, il y aura toujours notre vision d'environnement, il y aura toujours les enjeux de valeur qui seront présents. Maintenant, sur la question plus précise, mais je ne me rappelle pas. Je vous parlais du 3e lien, mais c'est oui, juste... le 3e lien, oui, c'est ça. C'est facile à oublier parce qu'il n'existe pas. C'est pas aussi évident, mais le 3e lien, pour l'instant, je ne peux pas réagir à ça parce qu'il n'y a pas de projet mesurable et précis. Par contre, sur le tramway, notre position, malgré une sympathie que j'ai avouée pour le projet de tramway, là, notre position, c'est le fédéral a pour seule responsabilité de transférer sa part de financement. Et les libéraux ont dit, écoutez, on est rendu à 20 %. Pour avoir l'autre 20 %, il va falloir que vous élisiez de nouveau les libéraux parce que les conservateurs ne le feraient pas. Notre travail, c'est de dire aux maires de Québec et au gouvernement du Québec, on va aller chercher le financement qui manque. Il faut le dire et il faut que ça existe en campagne électorale. Et ça, c'est notre travail. On s'arrête déjà, ça va vite. Hein? On aurait tellement de questions à lui poser. Au retour, on va y aller avec quelques questions assez rapides, les questions en rafale. Restez là. Monsieur Blanchet, il nous reste quelques minutes. On vous propose des questions en rafale. À répondre en un mot. Peut-être une courte phrase, je sais, ça va être difficile. C'est un défi pour vous. Je vous promets rien. Faut donner. Je dis souvent, vous choisissez la question, je choisis la réponse. C'est ça. Mais vous allez voir, il y a des choix de réponse. OK. Vous pouvez ressusciter un premier ministre canadien le temps d'un repas, OK, pour avoir une discussion avec lui. Vous choisissez qui et pourquoi entre Pierre Elliott Trudeau, Brian Mulroney ou William Mackenzie King, qui a été premier ministre pendant la Deuxième Guerre mondiale. Je vais vous surprendre, ce serait Pierre Elliott Trudeau parce que malgré de profonds désaccords, l'évolution idéologique de cet homme-là et la façon dont il a marqué une époque du Canada, /Québec, que j'ai quand même connu, ça reste important. Ça serait quoi votre question? Une question à lui poser? Oh, il y aurait beaucoup de questions. Si ça serait un repas, il y aurait beaucoup de questions. Un long repas. Je ne sais pas qu'est-ce que ce serait. J'embarque avec ma question à ce moment-là. Vas-y. OK. Dans l'opposition, là, on critique souvent, on est dur avec les autres partis. Si je vous demandais une qualité positive
Je dis bien Une politique qualité, là, pour ça, Mark Carney. Une apparence de calme. Probablement que c'est assez sincère. Il n'a pas l'air d'un énervé. Je pense que ça le sert bien. Ouais. Tu sais, il est venu un peu piquer l'image de l'adulte dans la pièce. Là. Parfait. Donc, calme. Parfait. Léon, c'est pour M. Poilievre aussi. Calme, un mot, Pierre Poilievre, Un orateur exceptionnel. Jack Mixing. Un engagement social crédible. Victor, Être chef de parti, c'est pas toujours facile. Qu'est-ce qui est plus rock and roll? Gérer Éric Lapointe ou un caucus de députés? Le jour et la nuit, c'est pas nécessairement la même réponse. Non, mon caucus de député est tellement bon que je suis obligé de dire de mon ami Éric qui était plus compliqué à l'époque où il y avait des habitudes de consommation qu'il a abandonnées. Mais là, il va bien, c'est extraordinaire. Là. J'ai beaucoup de plaisir quand j'y parle. Mais j'ai un caucus d'exception. Il n'y a jamais eu de fuite dans les médias, il n'y a jamais eu de division, il n'y a jamais eu de dissension. En presque 6 ans, moi, j'avais connu le Parti québécois à l'époque. Oh, c'était autre chose. C'est Antonine. justement ma question. Donc, oui ou non, un jour, chefferie du Parti québécois? Plus vraisemblablement non que oui, parce que mon travail est de collaborer avec Paul puis d'aider Paul jusqu'à la souveraineté. Et quand ça va se produire, moi, peut-être regarder une berceuse sur une galerie puis dire, bon, ben j'ai contribué. Donc, je ne vis pas au quotidien dans cette perspective-là. Ça fait pas du tout partie de ma grille d'analyse. J'aime beaucoup être là où je suis et j'accepte le rôle complémentaire qu'on a vers l'accession à la souveraineté. et rapidement, en 10 secondes, qu'est-ce que vous faites pour vous relaxer? Parce que c'est difficile, la politique, là. C'est prenant. Je lis des magazines de sciences, surtout. Là. De sciences. Je lis des magazines de sciences. Je m'intéresse à physique quantique, la science quantique. Puis ça ressemble à ça. Puis Monsieur- je m'entraîne beaucoup. Entraînement de l'esprit et du corps, c'est bien ça. Monsieur Blanchet, merci beaucoup d'avoir été Ça a avec été un nous. grand plaisir. Bonne C'était suite trop court. de campagne. C'est toujours trop court, les débatteurs, c'est ça. On aime ça, puis on recommence le lendemain. Bye bye, bonne nuit, à demain. Merci.